Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 août 2025 et nos amis le colonel Larry Wilkerson et Larry C. Johnson sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Je suis ravi d'être ici, heureux d'être avec vous, Nima. Et regardez le colonel Wilkerson avec cette chemise incroyable. Cet homme est un gagnant. Oui, il brille vraiment ici. Au fait, tu ne devinerais jamais où j'ai trouvé ça. Ma livraison n'est toujours pas arrivée. Je suis allé au PX à Fort Myers. Permettez-moi de commencer, colonel, par ce que Keith Kellogg a publié hier sur son compte X. Il affirme que la nuit dernière, la Russie a lancé la deuxième plus grande attaque aérienne de la guerre, avec 600 drones et 31 missiles. Les cibles n'étaient pas des soldats ni des armes, mais des zones résidentielles à Kiev. Quel est votre avis sur la dernière attaque contre Kiev et sur la façon dont Keith Kellogg en parle? J'ai manqué votre introduction. Était-ce adressé à Larry ou à moi? À vous, colonel. Ah, d'accord. Eh bien, pour moi, cela ne s'explique que dans la mesure où Poutine est sérieux dans ce qu'il fait, et il continue de le faire. Et il élargit peut-être un peu son action là où cela fera plus mal en ce qui concerne Zelensky et son soutien, que simplement en détruisant l'armée ukrainienne sur le champ de bataille, ce qui est son objectif principal. Donc, je ne peux pas mettre dans la tête de Poutine pour comprendre pourquoi il fait ce genre de choses. Mais ce serait mon impression. Eh bien, permettez-moi d'intervenir. L'une des cibles frappées à Kiev était essentiellement, les Britanniques l'ont décrite comme une installation diplomatique, mais elle était en réalité utilisée par des agents et officiers du renseignement britannique pour aider les Ukrainiens à cibler la Russie. Donc, la Russie envoie un message aux Britanniques. Les Britanniques ont vraiment été les plus antagonistes et les plus déterminés à poursuivre et à étendre cette guerre si possible. Et donc, la Russie riposte. Ce n'est pas seulement la cible britannique. L'usine turque Bayraktar a aussi été frappée, Larry. Et qu'est-ce que ça signifie? La Russie envoie-t-elle un message à l'Allemagne? Eh bien, la Russie envoie un message non seulement à l'Allemagne, mais aussi à la Turquie. Vous savez, de manière générale, l'Occident a interprété à tort la patience de la Russie comme de la faiblesse. La Russie a un plan. Elle n'essaie pas de s'en écarter. Elle poursuit ce plan avec détermination. Mais, de façon constante, il y a un certain nombre d'entités que l'Occident tente d'utiliser pour provoquer la Russie. Nous l'avons vu aussi avec Aliyev en Azerbaïdjan. Et remarquez la réponse de la Russie. Ils ont fait exploser l'un des plus grands terminaux pétroliers de l'Azerbaïdjan à Odessa. Et ils arrêtent l'importation de produits agricoles, fruits et légumes, que l'Azerbaïdjan vendait habituellement à la Russie. Donc vous savez, la Russie repousse sur tout le front. L'inquiétude en ce moment, c'est que l'OTAN mène un certain nombre de provocations délibérées ou qu'ils préparent une opération, car ils ont fait voler des appareils ISR, le Poseidon 8A, le Rivet Joint, le KC-135, équipés pour collecter toutes sortes de données de signaux. Et il y a un rapport de Steve Bryan que je connais, un ancien responsable du département de la Défense, affirmant que l'OTAN se prépare à mener une attaque contre la Crimée. Donc vous voyez, cette situation s'oriente vers une escalade, pas une désescalade. Nima, tu peux lire certains des licenciements qui viennent d'avoir lieu. Le plus spectaculaire étant celui de la femme non nommée à la DIA, comme étant révélateur, et c'est ainsi que je préfère les interpréter. Je ne sais pas si je devrais, mais je préfère.
De la colère de Trump, de la colère de Tulsi face à certaines choses qui se passent encore avec le soutien des États-Unis à l'Ukraine, et plus encore face à ce qui s'est passé jusqu'à présent en soutien à l'Ukraine. Je mettrai aussi le licenciement du directeur de la DIA dans cette catégorie. Et l'une des choses qui, à mon avis, les a le plus mis en colère, c'est le mensonge sur les pertes humaines. Mensonge ou simplement incompétence totale. Je veux dire, nous sommes maintenant à peu près certains que le nombre total de pertes russes est d'environ 300 000, peut-être un peu plus. Et pour les Ukrainiens, on approche 1,5, 1,6, voire 1,7 million. Donc il y a eu de vrais renseignements trafiqués ou des gens complètement à côté de la plaque, ou les deux. Oui, Larry, la Russie considère-t-elle que la seule issue à la situation en Ukraine se trouve sur le champ de bataille? Je ne sais pas. Je sais simplement ce que j'en pense en le regardant. Il y a, malgré l'ouverture de Donald Trump envers Vladimir Poutine, les paroles de Trump, mais plus encore ses actes. Et l'un de ces actes est l'approbation du déploiement de 3500 missiles ARAM. Ce missile à portée améliorée, capable d'atteindre 480 km à l'intérieur de la Russie. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui cherche à désamorcer ou à se désengager. Donc je pense que la Russie en est arrivée à la conclusion, ou j'espère qu'elle en est arrivée à la conclusion, qu'elle n'a pas d'autre choix que de vaincre l'Ukraine, et ce faisant, de vaincre l'OTAN sur le champ de bataille. Parce que l'Occident ne va pas s'arrêter. Vous savez, il y a tellement de gens ici en Occident qui continuent de croire que ce conflit n'est qu'une affaire entre l'Ukraine et la Russie à propos de, vous savez, du territoire. Et si on arrive simplement à leur faire régler ça, tout ira bien. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que la Russie reste intacte, unie ou productive. L'Occident veut détruire la Russie. On ne le dit peut-être pas ouvertement tous les jours, mais c'est le plan. Je ne peux tirer aucune autre conclusion en observant ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement Trump. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses dont Trump n'est même pas informé. Et il essaie juste de rattraper le coup après coup. Mais vous savez, quand il a dit l'autre jour que les affirmations russes, selon lesquelles il ne considère pas Zelensky comme un président légitime, et il a dit que c'était des conneries, qu'il faisait juste semblant, ça montre qu'il ne comprend pas, parce que les Russes ne font pas semblant. Ce ne sont pas de grands acteurs. Bien pour lui. Comment évalues-tu l'ampleur de la situation? Penses-tu que c'est plus important? Comme Larry l'a souligné, je ressens la même chose. Quel est ton avis? Je ne suis pas en désaccord avec Larry, mais je pense qu'il y a une tendance dans l'esprit électrique de Trump qui veut vraiment arrêter cela, et l'arrêter d'une manière qui lui apporte plus de crédit que de discrédit. Et je pense qu'il y a des personnes qui gravitent autour de Trump et des personnes très puissantes qui étaient également derrière et avec Biden, qui ne veulent pas que ça se produise, tout comme Larry l'a dit. Et chose intéressante, je pense, et c'est le fruit de recherches que j'ai menées la semaine dernière en lien avec un autre groupe auquel j'appartiens, qu'il y a environ 50 à 60 millions de dispensationalistes dans ce pays. Nous les appelons des fondamentalistes. Et leur interprétation des Russes est qu'ils sont les soldats de l'Antéchrist. Et nous les ignorons à nos risques et périls. Ces personnes ont pris le contrôle de nombreuses parties importantes de notre Congrès, d'une partie de l'exécutif et de quelques membres de la Cour suprême, selon moi. L'Opus Dei, par exemple, je pense que ces grands intérêts n'adhèrent pas forcément religieusement à ces idées. Ils ont une interprétation différente de la fin des temps, de l'enlèvement et de toutes ces absurdités, mais ils sont alliés avec eux.
Tout comme Trump les exploite, et des personnes autour de Trump, comme Stephen Miller et d'autres, les exploitent profondément. Ils sont une partie intégrante de leur pouvoir politique. Et lorsque vous essayez d'expliquer pourquoi de nombreux Américains semblent avoir une aversion marquée, voire une haine, envers les Russes, je pense qu'il faut creuser un peu et voir d'où cela vient. Je ne serais pas surpris, par exemple, si une partie de la colère de Lindsey Graham ne venait pas de là. Je sais que la colère de Ted Cruz vient de là, car comme nous l'avons appris lors de l'interview avec Tucker Carlson, Ted Cruz fonde ses décisions en matière de politique de sécurité sur l'Ancien Testament. Et c'est vraiment de cela dont nous parlons. Oui, cette diabolisation de la Russie remonte probablement à 900 ans ou plus. Et Vladimir Poutine l'a souligné, et je pense qu'il avait tout à fait raison, que l'envoyé papal s'est rendu en Russie pour tenter de persuader le souverain Ivan, celui que nous connaissons sous le nom d'Ivan le Terrible, de rejoindre la foi catholique. Et il a refusé. Il a dit « Nous sommes des chrétiens orthodoxes ». Maintenant, la plus grande différence entre le christianisme orthodoxe et le catholicisme, c'est que le catholicisme ressemble à une pyramide rigide. Il y a un pape au sommet, toute une structure en dessous, et c'est un système très hiérarchique et autoritaire. L'ironie, c'est que l'Église chrétienne orthodoxe n'est rien de tout cela. Ils reconnaissent certaines personnes comme ayant un grand pouvoir en tant que leader spirituel, mais il ne s'agit pas du tout d'une hiérarchie. Ils sont en réalité beaucoup plus démocratiques, et ça joue un rôle dans cette histoire. Et encore une fois, rien que le fait que vous ayez cette absurdité de la Bible Scofield qui présente la Russie comme l'Antéchrist, alors que si vous faisiez un sondage mondial pour savoir quel pays compte le plus de chrétiens déclarés, quels pays ont le plus de chrétiens assistant aux offices religieux, la Russie serait en tête. Elle a dépassé les États-Unis. Et pourtant, oui, il faudrait les détester, parce qu'ils seraient contre Dieu. Puis, si l'on prend du recul et qu'on se demande quel pays, dans le monde, a passé le plus de temps à tuer des gens dans d'autres pays au cours des 30 dernières années, en violation du commandement « Tu ne tueras point », ce serait nous, les États-Unis. Donc oui, toute cette propagande est complètement inversée pour convaincre les Américains d'un mal, alors qu'ils refusent de se regarder dans le miroir et de le voir en eux-mêmes. Colonel, ce qui se passe en Ukraine semble être bien plus qu'un simple problème local entre la Russie et l'Ukraine. Parce que quand on regarde à quel point les États-Unis et les Européens intensifient la situation là-bas, cela ne paraît pas si simple. Il ne s'agit pas seulement de sacrifier l'Allemagne et toute l'Europe. Ils s'en prennent aussi à l'Inde. Ils s'en prennent au Brésil. Et voici ce que Lindsey Graham a publié hier. L'Inde, la Chine, le Brésil et d'autres alimentent probablement la machine de guerre de Poutine en achetant du pétrole russe bon marché. Vous savez, il n'y a pas que Lindsey Graham. Voici ce qu'a dit le conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, à propos des discussions actuelles avec l'Inde. Y a-t-il une possibilité de conclure un accord pour modifier ce chiffre? Écoutez, c'est très simple. L'Inde pourrait obtenir une réduction de 25% dès demain si elle arrêtait d'acheter du pétrole russe et de contribuer à alimenter la machine de guerre. Est-ce qu'ils envoient ce signal? Non. Et voilà, c'est ça le problème. Je suis perplexe. D'accord? Parce que Modi est un grand dirigeant. Ces gens-là, c'est une démocratie mûre, dirigée par des personnes intelligentes. Et ils nous regardent droit dans les yeux à propos des droits de douane et disent « Nous n'avons pas les droits de douane les plus élevés au monde », alors qu'en réalité, c'est le cas. Il n'y a aucun doute là-dessus si on regarde les chiffres. Et ensuite, ils disent « Oh, nous n'allons pas arrêter d'acheter du pétrole russe ». Qu'est-ce que ça veut dire?
On en a déjà parlé, mais ça vaut la peine d'en reparler à vos téléspectateurs. L'Inde achète du pétrole russe à prix réduit, puis les raffineurs indiens, en partenariat avec des raffineurs russes installés en Inde, traitent ce pétrole et le revendent à prix fort au reste du monde, n'est-ce pas? La Russie utilise l'argent ainsi obtenu pour financer sa machine de guerre et tuer davantage d'Ukrainiens. Ensuite, bien sûr, l'Ukraine vient nous voir, nous et l'Europe, pour demander « donnez-nous encore de l'argent ». Donc, tout le monde en Amérique est perdant à cause de ce que fait l'Inde. Les consommateurs, les entreprises et les travailleurs perdent tous parce que les droits de douane élevés de l'Inde nous coûtent des emplois, des usines, des revenus et des salaires plus élevés. Et puis les contribuables perdent aussi parce que nous devons financer la guerre de Modi. D'accord, la route vers la paix passe au moins en partie par New Delhi. Je veux dire, la guerre de Modi, Seigneur. Oui, ce n'est plus la guerre de Poutine, c'est la guerre de Modi. Ce type raconte vraiment n'importe quoi, Nima. Je pourrais prendre ses propos et te parler de Glencore et de ce qu'ils ont fait pour violer, piller et exploiter le système pétrolier du Levant, les oléoducs turcs, kurdes, syriens, etc., pour faire exactement ce dont il accuse l'Inde et la Russie en collaboration et en tirer une fortune. Et il faut que je te parle d'un avocat nommé Scooter Libby, qui, en une seule année, a travaillé pour Mark Rich, un criminel, et cette organisation, en tant qu'avocat, a gagné 4,5 millions de dollars américains. Le chef de cabinet du secrétaire à la défense Dick Cheney, puis du vice-président Dick Cheney, en réalité le président Dick Cheney, de 2001 à 2005. C'est exactement ce qu'il décrit. Et nous faisons cela en ce moment même, toujours sans Mark Rich, que Dieu ait son âme. Il est mort. Clinton l'a gracié comme dernier acte odieux parce qu'il savait qu'il avait été élu grâce à l'AIPAC. Et Mark Rich travaillait pour les Israéliens. Ils ont obtenu du pétrole à prix réduit, exactement comme il le décrit maintenant, avec notre bénédiction totale pendant 20 fichues années, à partir du moment où Netanyahou était ministre des Finances. Donc, ce qu'il raconte, c'est juste de la foutaise malhonnête. Non seulement cela, mais nous sommes vraiment les principaux coupables d'avoir fait cela depuis plus de 20 ans. Il ment en prétendant savoir ce qui motive Modi. Vous voyez, il prétend être dans la tête de Modi et dire ce qu'il motive. Modi n'est motivé que par une chose. En réalité, il entretient une relation plutôt correcte avec la Russie et il peut obtenir du pétrole de la Russie. Et c'est une bonne source, et il va continuer à le faire aussi longtemps qu'il aura besoin de pétrole, c'est-à-dire encore pour un bon moment. Franchement, l'écouter me rend presque malade. Oui, parce qu'il agit comme s'il nous révélait quelque chose, économiquement, sur le pétrole, sur l'Inde, sur la Russie. Il prétend nous révéler quelque chose, mais il ne nous révèle rien du tout. Laissez-moi vous asseoir et vous raconter ce que Mark Rich a fait et ce que nous faisons encore aujourd'hui. Et devinez ce que fait la Turquie avec ce pipeline de Ceyhan qui leur permet d'acheminer ce pétrole vers Israël. Erdogan monte au créneau pour dénoncer les Palestiniens, puis il expédie des centaines de millions de barils de pétrole à ceux qui font ça. Voilà le monde dans lequel on vit. Désolé, Monsieur Navarro, vous venez juste de le découvrir. Mr. Navarro, did you just enter it? Yeah. Go ahead, No, Larry. I just Oui, Navarro's comments vas-y, Larry. but outrage. Les propos de Navarro ne suscitent chez moi que de l'indignation et de la colère, car le pays qui favorise le plus la guerre en Ukraine, c'est les États-Unis. Celui qui la provoque depuis 30 ans, ce sont les États-Unis. Celui qui a envoyé des milliards de dollars d'armes directement à l'Ukraine, ce sont les États-Unis. Donald Trump refuse même de reconnaître son propre rôle lors de son premier mandat, dans l'envoi d'équipements létaux à l'Ukraine, en préparation de cette guerre qui a éclaté en février 2022. Donc, si Navarro est aussi stupide, et encore une fois, il conseille Trump, et Trump l'écoute apparemment,
ce qui explique en grande partie pourquoi nous sommes dans ce pétrin. Les Indiens ne reculent pas. En fait, cela a eu l'effet inverse. Au lieu de forcer l'Inde à se dire « Oh mon Dieu, nous ne pouvons pas faire ça », Instead of forcing India to go, oh my God, we can't do this, we're going to have to surrender to the Americans. nous allons devoir nous rendre aux Américains. Ils disent en gros, pourquoi avons-nous encore besoin des Américains? Pourquoi devrions-nous même traiter avec eux? Et Modi a refusé au moins 4 appels téléphoniques, j'ai entendu dire que c'était 5, de Trump. Trump essaie sans cesse de l'appeler « Eh mon pote ». Modi ne décroche pas. Modi est maintenant en Chine, il rencontre Xi, il rencontre Poutine, et il va également rencontrer le président iranien, Raisi. Ce que l'on voit se former, c'est un bloc du Sud global plus solide, qui va être imperméable à la pression américaine. Et cela va tout simplement rendre Trump et ses acolytes fous, parce qu'ils continuent de faire comme s'ils étaient le chef au milieu de la rue, et que tout le monde devait leur obéir. Et tout le monde a dit non, on va juste bloquer la rue et te laisser tranquille. Tu peux rester là et t'amuser tout seul. Nous, on prend une autre direction. Et Nima, le groupe de l'autre côté de ce gigantesque et inexorable basculement de pouvoir qui se produit à l'échelle mondiale, principalement composé de la Chine et de la Russie, mais désormais aussi de l'Inde et de plus en plus d'autres pays des BRICS, doit prendre une décision. Et je pense qu'ils sont en train de la prendre. Vont-ils simplement continuer à composer avec la puissance qui est devenue complètement folle à l'idée d'empêcher ce changement? Ou vont-ils vraiment s'affirmer et se faire remarquer en s'y opposant? Et je ne parle pas nécessairement d'un point de vue militaire, car je sais que la principale puissance, la Chine, ne veut pas de guerre. Point final. Ils sont en train de gagner. Pourquoi voudraient-ils une guerre? C'est un peu l'inverse de Poutine. Mais ils sont en train de gagner dans ce basculement, et il est inévitable qu'il ait lieu. Mais il y a tellement de gens qui ne veulent pas que cela arrive. Je soupçonne que Peter Navarro en fait partie. Et ils utilisent l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, la Roumanie, vous pouvez en citer d'autres. Donahue voulait utiliser Kaliningrad. Nous utilisons tout cela. Bientôt l'Arctique, peut-être bientôt une nouvelle guerre en Iran. Tout cela pour freiner ce mouvement. Et ils vont finir par s'en rendre compte, au point de comprendre que nous n'abandonnerons pas. Et alors ils vont devoir commencer à faire comme l'Inde le fait, comme le Brésil va probablement le faire encore davantage, et comme d'autres pays dans le monde vont le faire, consolider leur pouvoir derrière ce changement, et travailler surtout d'un nouveau système monétaire à un tout nouveau système international. Et un matin, nous allons nous réveiller, et nous serons les seuls à être exclus. Oui. Nous prenons énormément de retard, surtout par rapport à la Chine et à la Russie et à ce qui se passe dans ces sociétés. La Chine est vraiment la plus avancée et l'Inde, disons, suit derrière. Mais l'Inde n'a pas encore commencé à rattraper la Chine en termes de transformation de la société. Si l'on remonte 30 ou 40 ans en arrière en Chine, il n'y avait pas ces villes étincelantes et magnifiques qui s'étendent aujourd'hui sur tout le territoire chinois. Il n'y avait pas ces trains à grande vitesse en place et en fonctionnement, comme c'est le cas aujourd'hui. Et la Chine ne se contente pas de rester chez elle pour profiter de sa richesse et célébrer ses propres réussites. Ils sont actuellement en train d'aider le Brésil et le Pérou, et peut-être, je pense, que la Bolivie pourrait être impliquée. Ils vont construire un chemin de fer transcontinental sud-américain, tout comme nous avons le chemin de fer transcontinental aux États-Unis, qui a été construit dans les années 1860. Celui-ci va traverser les jungles du Brésil et la forêt amazonienne. Mais une fois que ce projet sera réalisé, tout à coup, on aura introduit quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde. Et les États-Unis continuent de faire comme si la Chine n'était qu'une économie factice et un gouvernement factice,
qu'elle vacille, qu'elle va s'effondrer d'un instant à l'autre. Et vous savez, ce genre d'auto-illusion va nous causer des problèmes. C'est ce que le colonel Wilkerson soulignait. Le train est déjà parti, et nous sommes toujours là, à regarder dans la mauvaise direction sur les rails, attendant que le train arrive. Et vous savez, nous ne nous faisons pas d'amis. Il n'y a rien dans la politique de Trump qui pousse d'autres pays à dire « Oh, allez, allons-y, soutenons les États-Unis. Ils sont vraiment les meilleurs, les plus brillants, la ville sur la colline. » Vous n'obtenez rien de tout cela. Les gens disent « Eh bien, vous savez, on va arrêter de commercer avec vous. On va aller avec ces autres-là. » Les BRICS dépassent les pays du G7 et ils refusent de le reconnaître. Carl, je pense que lorsqu'on regarde l'Ukraine, la grande question est qu'y a-t-il en Ukraine auquel ils ne veulent pas renoncer? Parce que, regarde, qu'ont-ils en Ukraine à sauver d'une manière ou d'une autre? Il n'y a pas d'armée en Ukraine, il n'y a pas de société, l'économie est détruite, il n'y a plus rien à sauver. Il faut trouver une sorte de solution à cela. Ou alors tu prends l'autre direction. Tu attaques l'Inde, le Brésil, la Chine, avec des tarifs douaniers, avec tout ce que tu as sur le plan géopolitique pour les attaquer. Donc, il y a deux façons de penser. Pourquoi ont-ils besoin de s'opposer à ces grandes, en quelque sorte, superpuissances pour sauver quelque chose en Ukraine qui n'existe pas? Vous parlez de quelque chose qui, à mon avis en tout cas, et j'ai toujours ressenti cela, est insignifiant comparé au changement plus vaste dont je parle et qui est en train de se produire. Sauf que cela sert de point de démonstration dans l'opposition à ce changement en ce moment, tout comme l'Iran pourrait l'être très prochainement. Si vous avez lu l'article d'Anatole Lieven hier ou avant-hier, je crois, c'était un sacré bon article, qui décrivait l'état de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne économiquement parlant, et dans une certaine mesure politiquement parlant. Ce que je dis depuis le début, c'est que les gouvernements vont changer. Ils vont changer lentement. Ils vont changer en fonction de leurs systèmes démocratiques, libéraux, vraiment anachroniques. Ils sont terribles, surtout en Allemagne. Ils n'obtiennent pas de dirigeants qui représentent la majorité de leur population. Point final. Eh bien, cela va changer. Et la situation économique devient de plus en plus critique chaque jour qui passe. Il n'y a aucune chance que Macron puisse tenir son engagement d'augmenter ses dépenses pour l'OTAN. L'Allemagne n'en est pas capable non plus. Et il est certain que la Grande-Bretagne ne le peut pas. Donc, tout cela n'est pour l'instant qu'un mirage ou une chimère. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que chimère était la bonne prononciation de ce mot. Alors, comment s'en sortir si l'on est Donald Trump? Et je pense que c'est la question clé. Personnellement, je ne pense pas qu'il en ait les capacités, mais je peux toujours espérer. Mais c'est bien la question centrale. Comment sortir de ce bourbier sans laisser les Européens s'effondrer, ce qui est déjà le cas, surtout sur le plan économique, et maintenir le lien transatlantique tout en gardant un certain soutien. Pas seulement sur le plan militaire ou des sanctions, ou les deux. D'ailleurs, les E3 pourraient être sur le point d'utiliser le mécanisme de rétablissement automatique des sanctions contre l'Iran. Attendez de voir ce qui se passera s'ils le font. Ces gens sont tout simplement brisés. Ils sont brisés tous, mais surtout la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Comment sortir de cette situation et revenir à une politique étrangère et de sécurité raisonnable qui tienne compte de ce changement en cours, sans provoquer une coalition mondiale contre vous qui finirait par vous détruire dans tous les domaines de puissance, et vous pousserait au point où il ne vous resterait plus qu'une seule chose dans votre arsenal, ce qui me fait peur, les armes nucléaires. Et c'est là que nous allons. C'est là que nous allons.
Et l'Ukraine n'est qu'une petite mouche dans ce chaos, vraiment. C'est bien plus vaste que ça. C'est énorme, c'est mondial, et c'est notre péril, notre éviction du monde en tant que puissance significative. Pourtant, nous continuons à jouer à ces petits jeux de proxy qui ne feront qu'aggraver la situation. Ce n'est pas ce que nous devrions faire. Ce n'est pas ce que nous devrions faire. Nous devrions mettre fin à toutes ces opérations militaires. Vous le savez probablement, mais nous venons de mener une série assez importante de frappes aériennes en Somalie. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Que fait l'armée en Afrique? À essayer de s'accrocher à l'Africom, à chercher encore une raison d'exister dans le monde, alors que tout le reste de ces événements est clairement existentiel pour nous. Et nous n'y prêtons aucune attention. Nous agissons simplement normalement en faisant ce que les journaux nous disent de faire, ce que les médias nous disent de faire. Ce n'est absolument pas la façon de diriger un empire, à moins de vouloir le mener droit à sa perte, et rapidement. Et c'est exactement ce que nous faisons. L'Ukraine n'en est qu'un exemple. Il est déjà assez difficile de s'en sortir si l'on n'a pas vraiment l'intention de le faire. Si vous aviez vraiment l'intention de... Regardez, revenez en arrière et regardez, j'aimerais que vous passiez la vidéo. Ce que Trump a dit, j'en aurais fini avec ça en 24 heures. Je connais Poutine. J'en aurais fini avec ça en 24 heures. Je suis désolé, Monsieur le Président. Tenez-vous jamais vos promesses. Êtes-vous jamais à la hauteur de vos attentes? Il y a une façon de faire. Et cette façon, c'est de reconnaître la réalité, d'enfoncer cette réalité dans la gorge de Macron, Starmer et Merz. Laissez-les se vautrer dans leur lutte à mort. Voilà ce qui va se passer. Ils ne vont vraiment rien faire pour mettre la Russie en difficulté en Ukraine. Pas au final. Alors, de quoi parlons-nous ici? Nous parlons de continuer quelque chose qui est absolument insensé pour nous. Nous avons eu un président qui a été élu en partie parce qu'il avait dit qu'il mettrait fin à tout cela. Et il ne l'a pas fait. Honte à toi, Donald Trump, parce que tu pourrais le faire si tu le voulais vraiment. Et surtout, il faudrait élever le débat au point de simplement regarder ce chaos et dire « Moscou, nous devons renouveler New Start. Nous devons le renouveler. Nous devons faire venir Xi Jinping. Nous devons... » Et si une nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe est développée, nous serons là pour pousser, tu sais, jusqu'en enfer. Mais en attendant, nous faisons des choses importantes. C'est ce qu'ils auraient dû dire en Alaska. C'est ce qu'ils auraient dû dire en Alaska. C'est dérisoire. Je sais que cela tue vos soldats, Monsieur Poutine, et vous devez y mettre fin, tout comme moi. Mais nous avons mieux à faire, des choses plus importantes à accomplir. Alors mettons-y un terme. Et si cela doit se faire selon vos conditions, je suis assez grand pour l'accepter. Et si vous avez besoin que Zelensky parte, nous ferons partir Zelensky. J'ai le sentiment, j'ai juste ce pressentiment, que Tulsi a renvoyé un tas de ces gens parce qu'ils étaient responsables de l'Ukraine. Larry, le colonel a dit que Donald Trump, avant d'arriver au pouvoir, même dans les premiers jours de son administration, a affirmé qu'il pourrait résoudre cela en 24 heures, qu'il entretient de bonnes relations avec Poutine, tout ça. Mais voici ce qu'il a dit, son dernier commentaire. Ils n'ont pas payé les 2 et ils ont payé les 5. Et comme vous le savez, nous vendons une quantité énorme d'équipements à l'OTAN. Nous ne dépensons pas d'argent, nous en gagnons. Mais je ne veux pas parler de gagner de l'argent. Je veux parler du fait que nous ne finançons plus l'Ukraine, mais que nous essayons d'arrêter la guerre ou les tueries en Ukraine. Donc nous vendons des missiles et du matériel militaire, des millions et finalement des milliards de dollars aux membres de l'OTAN. Nous sommes très amicaux et nous avons une excellente relation, mais c'était un voyage incroyable. Donc ce sont eux qui financent toute la guerre. Nous ne finançons rien.
Je pense que c'est un point important à souligner parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Maintenant, il pourrait obtenir cet équipement. Si c'est vrai, il pourrait l'obtenir dans 5 à 7 ans, parce que nous ne l'avons pas. Trump doesn't understand the concept, or maybe he does Trump understand it, he's ne just comprend pas le simple concept, of ou being an peut-être enabler, qu'il le comprend facilitator. et qu'il est simplement un menteur cynique, d'être un facilitateur, un You're complice. no longer directly selling Ce n'est pas parce que vous ne vendez plus directement du matériel ou des armes aux Bloods et aux Crips et que vous passez désormais par un intermédiaire que vous êtes moins responsable de ce qui se passe. Et présenter cela à nouveau comme une entreprise lucrative est tout simplement risible, car la réalité budgétaire des États-Unis est que, et j'ai entendu ce chiffre hier, je ne suis pas sûr qu'il soit exact. Il faudrait que je vérifie. Mais pendant le premier mandat de Ronald Reagan, il y a 40 ans, 43 ans, la dette américaine était de 1000 milliards de dollars. N'est-ce pas? The U.S. debt was $1 trillion. Well, today it's 35 trillion and climbing. Eh bien, aujourd'hui, la dette s'élève à 35 000 milliards de dollars et continue d'augmenter. Et elle grimpe de plus en plus rapidement chaque jour. Il arrivera donc un moment où les États-Unis ne seront plus en mesure de soutenir financièrement ou économiquement l'Ukraine. Mais cela ramène à une question plus large. Qu'essaient réellement de faire les États-Unis? Essayons-nous vraiment d'arrêter les guerres dans le monde? Ou utilisons-nous divers prétextes pour lancer des opérations militaires parce que cela profite à notre économie? Ou du moins à une partie, un segment de notre économie? Eh bien, vous savez, voilà Trump qui envoie une force amphibie de marine vers le Venezuela avec une flottille de navires de la marine. Au moins, il n'a pas encore déployé de porte-avions. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe. So, you're doing that. You're threatening China. Vous menacez la Chine. Comme Larry l'a souligné, vous menez actuellement des campagnes de bombardement militaire en Somalie. Donc, dans l'ensemble, je suis de plus en plus convaincu que Trump n'est pas vraiment aux commandes. On fait sortir Trump de temps en temps pour envoyer certains messages, mais il y a quelque chose de plus large, de plus profond et de plus sombre qui guide la politique américaine dans son ensemble. Je veux dire, cet accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en est un exemple. Ce n'est pas Trump qui en est à l'origine. Cela vient de la CIA. Et quand la CIA agit sur ce genre de dossier, encore une fois, ce n'est pas pour instaurer la paix et la prospérité dans le monde. Oui, je sais pourquoi nous nous concentrons sur le Venezuela. Et ce n'est pas à cause de Donald Trump. C'est à cause de Charles Koch. Charles Koch veut ce pétrole. Il a construit pour des milliards de dollars de capacités de raffinage qui ne sont utiles que s'il obtient ce pétrole, soit de la Russie, et il est sur le point de l'obtenir, c'est du pétrole lourd et soufré, soit du Venezuela. Et Hugo Chavez a eu la gentillesse de donner un contrat à Charles. Donc ces usines, ces raffineries tournaient. Je crois qu'elles sont en Oklahoma et au Texas. Mais Maduro ne veut pas lui donner de contrat. Il a refusé de lui fournir du pétrole. Donc Charles Koch, l'un des hommes les plus riches du monde, l'un des hommes les plus puissants du monde, grâce à l'organisation qu'il a créée dans chaque État du pays, dans chaque État, Charles Koch a une organisation. Il a construit un appareil pour contrôler 28 législatures. L'une des raisons pour lesquelles les républicains ont la majorité dans les législatures d'État, c'est Charles Koch. Lisez le livre de Nancy McPherson, Démocratie et changement. Elle explique tout cela, et c'est pour ça que nous faisons cela. Mais Larry a raison. J'ai regardé cette flottille, cette MU- unité expéditionnaire des marines MINUS, et qu'est-ce qu'un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire fait avec eux? Vont-ils tirer des torpilles sur les chefs des cartels? Vont-ils lancer des missiles balistiques? Qu'est-ce qu'ils vont leur tirer dessus? J'ai regardé ça et je me suis dit, bon,
Ils vont faire une feinte contre le Venezuela, puis remonter jusqu'à Veracruz, et ils vont faire quelque chose en coordination avec, j'espère, le président, qui pourrait être efficace contre les cartels vraiment dangereux. Mais ça leur donnerait du crédit pour leur intelligence. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Et 2200 marines, ce serait la baie des cochons, avec un résultat un peu meilleur. Peut-être, mais pas beaucoup mieux. Oui, la baie des cochons, avec une meilleure couverture aérienne. Sauf qu'il n'y a pas de couverture aérienne. Je sais. Essayez de faire avancer une force de marine depuis la côte, là où se trouve l'aéroport, jusqu'à Caracas. Ils pourraient finir par y arriver, mais ils subiraient d'énormes pertes. Peut-être que la couverture aérienne sera assurée par le fameux F-35 à décollage et atterrissage vertical, et peut-être quelques Osprey, s'ils arrivent sans s'écraser. Je ne sais pas ce qu'ils font. En tant que professionnel militaire, je ne pourrais pas vous dire ce qu'ils font. À moins qu'ils ne fassent cela simplement pour démontrer qu'ils ont besoin d'un budget plus important pour l'année prochaine. Si nous devions mener à bien cette mission, nous manquons un peu de ressources, donc il faut nous donner plus d'argent. Cela pourrait être aussi cynique que ça. Warpatavos sait, et nous pourrions faire la remarque, je pense que ce serait une remarque pertinente, qu'il n'y a pas de porte-avions là-bas, parce que nous n'en avons pas à y déployer. C'est vrai. Maduro a déclaré, « Notre diplomatie est une diplomatie de dignité. Vous ne pouvez rien nous imposer. » D'accord. Colonel, quelle est l'importance du Venezuela en ce moment précis et de ce type de manœuvre? Essayent-ils d'intimider le Venezuela d'une manière ou d'une autre, ou veulent-ils vraiment agir? Eh bien, comme je l'ai dit, je pense que tout tourne autour du pétrole. Je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Je parle surtout du gouvernement. Ah, tu veux dire le gouvernement de Maduro? Eh bien, c'est un peu comme... C'était un peu différent. Et j'étais là quand tout cela s'est passé. Mais la situation a évolué au point que c'est devenu une sorte d'affaire à la Noriega, et ils s'en servent comme étude de cas. Et à mon avis, ils le font de manière très maladroite et stupide. Voilà ce type, d'accord, on va le qualifier de baron de la drogue, on va le présenter comme quelqu'un qui est contraire à nos intérêts de sécurité nationale. Il faut faire ça. Et ensuite, faisons tout ce que nous pouvons pour l'éliminer, y compris mettre une prime de 50 millions de dollars sur sa tête, en espérant qu'un pauvre Colombien ou n'importe qui d'autre ira là-bas pour le tuer en échange de la récompense. Je pense que c'est un mauvais modèle à suivre, mais je crois que c'est à cela que ça se résume. Mais au fond, ce que nous voulons, c'est le pétrole. Et tout ce que Maduro a à faire, c'est dire « Envoyez vos gars et je signerai un contrat et nous partirions. » Il n'y aurait plus de problème après cela. On lancerait peut-être un peu de propagande, mais il n'y aurait pas de réel intérêt pour les gangs, les terroristes et tous les autres groupes dont Maduro est censé avoir la charge. Et d'après ce que j'en comprends grâce à mes contacts, il a probablement beaucoup moins à voir avec tout ça que, disons, Noriega à l'époque, ou même la Colombie aujourd'hui. Donc vous voyez, choisissez la raison qui vous convient pour expliquer ce que nous faisons. Je pense que Larry est aussi proche de la vérité que n'importe qui. Nous le faisons parce que nous le pouvons. Oui, je veux dire, écoutez, c'est une politique tellement stupide. La meilleure façon, si votre véritable objectif est de vaincre Maduro, c'est de le rendre insignifiant. Ignorez-le. Ne le traitez pas comme s'il était une personne sérieuse. Au lieu de cela, en agissant ainsi, on élève le statut de Maduro non seulement au sein du Venezuela, mais aussi dans toute l'Amérique centrale et du Sud.
Vous avez même des dirigeants de l'opposition qui commencent à dire que nous devrions faire marche arrière, sauf Juan Guaido, bien sûr. Eh bien, il y a déjà eu, vous savez, des tensions entre la Colombie et le Venezuela par le passé. Sauf que maintenant, la Colombie prend position en disant « Hé, nous déplaçons, ils déplacent leurs soldats à la frontière du Venezuela également, en signe de soutien au Venezuela. » Donc, cela a le potentiel de vraiment, encore une fois, nuire aux États-Unis d'une manière qui rendra difficile notre action dans cette région. Malgré le fait que nous la revendiquions comme notre territoire, en vertu de la doctrine Monroe. C'est de toute façon une accusation ridicule de le présenter comme un grand baron de la drogue. Je veux dire, la cocaïne est produite et transformée en Bolivie et en Colombie. Le Venezuela a-t-il été utilisé comme point de transit pour certaines cargaisons? Bien sûr. A-t-il été un paradis pour le blanchiment d'argent? Écoutez, lorsque nous avons mené cette affaire de tabac contre Philip Morris, nous avons recueilli des preuves documentaires montrant que des cadres de Philip Morris prenaient l'avion pour le Venezuela dans un endroit appelé Barquisimeto. Ils louaient un véhicule blindé, se rendaient à la frontière, payaient les gardes-frontières, aussi bien colombiens que vénézuéliens, puis entraient dans une ville appelée Maicao, qui est un centre de contrebande pour la Colombie. Et ils rencontraient un sénateur d'État nommé Santander López Sierra. Eh bien, López Sierra, c'est un Saluki. Il est diplômé de la Southern Illinois University. D'accord? He's a graduate of Southern Illinois University, okay? But he was also known in Colombia. Mais il était également connu en Colombie sous le nom de Marlboro Man, parce qu'il était le principal distributeur de cigarettes Philip Morris. Et ils ont même tourné les publicités du Marlboro Man avec lui à cheval. Mais aux États-Unis, c'était un gars robuste, grand, mince. Ce type-là, c'est une pastèque sur pattes, d'accord? Vous voyez, tout rond. Mais il avait été responsable de la mort d'au moins 24 personnes. Et donc, ces dirigeants de Philip Morris sont allés chez lui, l'ont rencontré, ont récupéré des sacs d'argent liquide, des chèques de tiers et des mandats postaux, ont ramené tout cela de l'autre côté de la frontière au Venezuela, ont pris l'avion depuis le Venezuela et l'argent a été déposé dans des banques russes. Et j'ai les relevés bancaires ici, à environ 1 mètre de moi. Mon propos, c'est simplement que voilà comment fonctionne réellement le monde dans cet univers de narcotiques et de corruption. Alors, est-ce que cela signifie que c'était Hugo Chavez à l'époque? Laissez faire cela. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Philip Morris, une entreprise américaine, ou du moins considérée comme ayant été fondée aux États-Unis, était fortement impliqué dans le trafic de stupéfiants en jouant le rôle d'intermédiaire financier, en s'occupant de l'argent. C'est là-dessus que nous devrions concentrer nos attaques. Si nous attaquons cela, nous mettons fin à l'activité de la drogue. Mais oh non, le problème c'est que Philip Morris fait des dons de campagne aux républicains et aux démocrates. Donc, on ne peut pas y toucher. Alors on s'en prend à Maduro. Voilà ce que Maduro devrait faire. Il devrait commencer à faire des dons aux candidats républicains et démocrates au Congrès. Et alors, il serait tranquille. On le laisserait faire tout ce qu'il veut. Nima, je pourrais ajouter quelques éléments sur le plan Colombie. Quand nous avons donné 750 millions de dollars à la Colombie lorsque j'étais au gouvernement, et je ne le ferai pas, mais c'est similaire à ce que Larry vient de dire. Je serais prêt à parier que la moitié de cet argent est allé dans des poches, pas pour lutter contre la drogue. Not to fight drugs. Wow, colonel, Medvedev a déclaré que la Russie prendrait des mesures de rétorsion si l'Autriche rejoignait l'OTAN. En regardant l'Europe aujourd'hui, la Finlande, la Suède, elles occupaient une position très importante avant le début de la guerre. Et nous avons vu la Suisse perdre sa position un peu unique. Et maintenant, on parle de l'Autriche.
Je dirais que c'est la dernière pièce de ce puzzle. La dernière partie de ce tableau qui serait totalement détruite si l'on allait dans cette direction. Qu'est-ce qui est positif selon vous lorsque la Russie regarde l'Europe? Qu'y a-t-il de positif à envisager, à votre avis? Eh bien, tout cela, comme je l'ai déjà dit, faisait partie d'un grand dessin qui, du moins à mon avis, n'a pas commencé avec George W. Bush. Je pense que cela a probablement commencé avec Bill Clinton. Mais lorsque cela est arrivé à George W. Bush et Dick Cheney, c'est devenu une opération de renseignement très cohérente qui utilisait une nouvelle méthodologie, à savoir ne plus mener d'action directe avec la CIA ou les paramilitaires, agir à travers des ONG, à travers l'USAID, l'IRI, le NDI et d'autres organisations de ce type. Ce que nous avons fait, c'est passer très méthodiquement à travers l'Europe, en achetant de futurs secrétaires généraux de l'OTAN, en commençant par Stoltenberg, et en achetant des gouvernements. Et ils n'étaient pas nécessairement élus par la majorité de leur population, car nous avons mené une étude très sophistiquée des processus dans chacun des pays, comme nous l'avons fait, par exemple, dans l'Ohio, en Californie et ailleurs, pour nos propres processus électoraux. Je ne sais pas si la CIA était impliquée là-dedans, mais je le soupçonnerais. Et nous avons acheté ces gouvernements. Nous avons acheté des rédacteurs en chef de journaux. Nous avons acheté des rédacteurs en chef de magazines. Nous avons acheté des artistes. Nous avons acheté des figures culturelles. Nous avons acheté des personnes influentes dans ces sociétés. Et nous voulions qu'ils changent, dans certains cas, les Scandinaves, par exemple, des années de politique de neutralité. Nous voulions qu'ils deviennent membres de l'OTAN. Je pense que l'une des raisons, ce n'est probablement pas la principale, mais l'une des raisons pour lesquelles nous restons attachés à l'Ukraine, en particulier les services de renseignement, c'est parce que cela a renforcé la propagande que nous diffusions sur la menace. Et Poutine est tombé en plein dans ce piège. Il a lancé l'opération militaire spéciale, que nous l'avons poussé à faire pendant au moins 10 fichues années. Nous l'avons provoqué pour qu'il fasse cela. Et c'était en quelque sorte, vous savez, la cerise sur le gâteau. Ne vous l'avions-nous pas dit? Ne vous l'avions-nous pas dit? La guerre froide n'est pas terminée, c'est juste une autre figure là-bas à Moscou. Il y a toujours une menace, voire une menace pire. Alors, rejoignez l'OTAN. Et ça a marché. Ça a marché. Nous avons convaincu des gens que jamais en 1992 ou 1993, alors que nous parlions sérieusement avec les Russes, de leur éventuelle adhésion à l'organisation politique et à terme, à l'alliance militaire. À cette époque, nous n'aurions jamais imaginé que quelqu'un essaierait de convaincre les pays européens qui n'étaient pas membres de l'OTAN de le devenir soudainement ou de le devenir progressivement. Pour inclure, comme vous l'avez dit, je pense que notre objectif était l'ensemble du complexe. Tous ceux qui étaient sortis de derrière le rideau de fer, si l'on peut dire. Tous les anciens membres du pacte de Varsovie, ou même un équivalent raisonnable, nous allions être politiquement et les intégrer à l'OTAN. Oui, nous avons utilisé la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons créé un récit basé sur ce que l'Union soviétique a fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour laver le cerveau de l'Occident et lui faire croire que l'Empire soviétique communiste avait l'intention de dominer et de conquérir le monde. C'est pour cette raison que Staline a pris le contrôle de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie, de la Hongrie, parce que c'était leur plan pour subvertir le monde. Alors qu'en réalité, la véritable raison était de créer une zone tampon, car la Seconde Guerre mondiale représentait au moins la 3e fois que la Russie était envahie depuis l'Ouest, depuis 1812. N'oubliez le prince Nevsky, membrane. Oui, regardez ceci.
et c'est pertinent pour l'Autriche. La Russie était là, ils ont occupé l'Autriche, Vienne. Mais ils ont quitté Vienne parce que l'Autriche a négocié et accepté la neutralité, qu'elle ne rejoindrait jamais, qu'elle ne rejoindrait pas l'OTAN, ni le bloc de l'Est avec les soviétiques, qu'elle resterait neutre, et qu'ont fait ces villes communistes soviétiques. Ils ont quitté le pays. Ils ont respecté l'accord. Ils ont respecté les termes de cet accord. Maintenant avançons, car cela remonte à 70 ans. L'Autriche parle maintenant de rompre cet accord. Eh bien, même s'il a été négocié à l'époque de Staline, les Russes considèrent encore aujourd'hui que cet accord ne doit pas être rompu. Ou alors, c'est typique de l'Occident, toujours à parler d'un ordre international fondé sur des règles, mais ils enfreignent ces règles dès que cela les arrange. Et vous savez, que ce soit en sponsorisant le terrorisme, en prenant quelqu'un comme Al-Jolani, Mohammad Al-Jolani, en le transférant au pouvoir en tant que président, en changeant son nom, en l'habillant d'un costume, en lui rasant la barbe, en lui coupant les cheveux, et en prétendant qu'il n'est pas un homme qui encourageait ses partisans à décapiter des gens, à tuer des chrétiens, à tuer des alaouites, à tuer des chiites. Les États-Unis sont tout à fait complices de cela. Donc, ce qui se passe ici, c'est que si l'Autriche fait cela, encore une fois, ce sera un exemple de plus qu'on ne peut faire confiance à aucun accord conclu par l'Occident. L'Occident n'est pas intéressé par un véritable règlement du conflit ou par la paix. Nous voulons prendre et détruire la Russie afin de pouvoir obtenir toutes les ressources naturelles de la Russie. Et tant pis pour le peuple, c'est pareil pour l'Ukraine. Ils sont un pion commode dans une partie d'échecs mortelle en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Occident est en train de perdre. Tu sais, Nima, c'est l'une des choses les plus méprisables dans le conflit à Gaza, où c'est tellement flagrant, mais aussi en Ukraine. On s'en fiche complètement, comme l'a dit Larry. On ne se soucie pas de ces gens. On ne se soucie pas des Palestiniens. On ne se soucie pas des Yougoslaves ni des Ukrainiens. J'y pensais justement pendant que Larry parlait. Si la Yougoslavie existait encore, tout cela serait entravé. Oui. Et à la place, nous essayons de provoquer une guerre là-bas. Écoutez, il faut revenir dans l'histoire américaine, au 19e siècle. J'ai oublié le nom de ce colonel de l'armée américaine. Il était aussi prédicateur itinérant. Mais je crois que c'était lors du massacre de Sand Creek, où ils ont massacré des Amérindiens. Il tuait les femmes et les enfants, et il est devenu célèbre pour avoir dit « Les lentes font les poux ». Donc vous voyez, ce meurtre et la déshumanisation de ces soi-disant sauvages, c'est malheureusement quelque chose qui fait partie de la culture américaine depuis bien trop longtemps. C'est peut-être un héritage venu d'Europe, principalement de Grande-Bretagne, car les Britanniques se sont livrés à des actes tout aussi odieux dans différentes parties de leur empire à travers le monde, y compris en Inde et en Chine. Personne n'a jamais su mépriser les gens comme les Britanniques. Oui, je veux dire, nous sommes terribles. Nous avons appris d'eux. Et l'Inde a été horrible à cet égard. C'étaient des paysans qui étaient dans la plupart des cas leurs esclaves. Pour ceux qui croient encore que l'Europe peut se sauver de ce qui se passe, ils pensent aux anciens États austro-hongrois ainsi qu'à la Serbie. Ils pourraient agir. Ils pourraient changer le ton en Europe. Pensez-vous que cela puisse arriver? Eh bien, je pense qu'il est possible que certaines relations que nous ne voyons pas actuellement se forment à mesure que la situation empire. Je vous recommande cet article de Levin. Je n'avais aucune idée, par exemple, de l'ampleur des difficultés dans lesquelles se trouve Macron. J'en avais une intuition, mais pas les détails qu'Anatole fournit, ainsi que Merz. Et Starmer, bien sûr, nous connaissons tous son dilemme.
Je veux dire, il ne pourrait même pas être élu à un poste mineur s'il y avait une élection aujourd'hui. Donc je pense qu'il va y avoir des réajustements et il pourrait ne pas être sain. Quand on y regarde de plus près, l'article évoque aussi la montée en puissance de l'AfD en Allemagne aujourd'hui. Et cette montée en puissance est bien réelle. On ne sait pas vraiment si elle se situe à l'extrême droite, au centre ou ailleurs, mais elle se fait au détriment de la coalition actuelle. Ce pouvoir ne s'échappe pas seulement de la coalition actuelle, il va principalement à l'AfD. Tout cela va entraîner, à mon avis, des réajustements importants. Et Ted Jewell, c'est de ce feu. Larry, ce qui se passe avec l'Iran concerne le rétablissement immédiat des sanctions. Et l'Iran parle de Kitham à TNP. Oui, Ils ne vont pas faire partie du TNP. Ce qui m'étonne, c'est que ce même moment où ils mettent la pression sur l'Iran, l'Inde, la Russie et la Chine, ils vont participer au sommet de l'OCS. Correct. Et ils vont se parler. Dans le cas de l'Iran, où allons-nous? Eh bien, je pense que l'Occident veut retourner à la guerre avec l'Iran. Et encore une fois, ils s'aventurent sur un terrain très glissant en ce qui concerne leurs suppositions sur les capacités de l'Iran. Il y a encore, et je pourrais vous citer plusieurs analystes ici en Occident, des gens qui pensent que l'Iran n'est qu'à un pas d'un effondrement du régime sous la pression occidentale, que l'ayatollah ne peut plus tenir le pouvoir, que la pénurie d'eau signifie que l'Iran ne va pas survivre. Eh bien, vous savez, l'Iran s'est réveillé après le 22 juin. La guerre de 12 jours a été un électrochoc pour le peuple iranien. Donc en fait, disons que c'est le 25 juin qu'ils se sont vraiment dit « D'accord, il faut qu'on change ». Auparavant, l'Iran avait accueilli favorablement le soutien de la Russie et de la Chine, mais il n'avait pas accepté le type d'intégration militaire avec la Russie et la Chine que ces deux pays proposaient. Eh bien, l'Iran accepte désormais ces offres. Il semble que l'Iran ait raison. Vous savez, j'ai été interviewé sur Press TV l'autre soir, et j'ai dit, écoutez, je sais que l'ayatollah ne me demande pas mon avis, mais si j'étais à votre place, je mettrais dehors l'AIEA immédiatement, et je ne traiterai plus jamais avec cette organisation internationale, car elle n'a servi qu'à vous espionner, à collecter des informations pour qu'ils puissent ensuite aller tuer vos scientifiques. Ce n'est pas une institution internationale bienveillante. Ce n'est qu'un outil des agences de renseignement, et il est utilisé à des fins très néfastes. Ce serait une chose, si vous savez, il y a 10 ans, après la signature du JCPOA, l'Iran respectait complètement les termes, et que malgré ce respect, les sanctions n'avaient jamais été levées par l'Europe. Ils n'ont jamais levé les sanctions. Ils ont continué à trouver une excuse. Donc encore une fois, cela revient à dire que ce genre d'accord n'est qu'un tour, une ruse que l'Occident utilise pour tromper constamment ses gouvernements étrangers, que ce soit l'Iran, la Russie ou la Chine. C'est comme, eh bien, on va négocier Minsk II. Et puis, comme l'a dit Merkel, nous n'avions aucune intention de respecter cela. C'était juste pour gagner du temps, afin que nous puissions armer et équiper l'Ukraine pour qu'elle puisse foutre une raclée à la Russie. Et Poutine, naïvement, et c'est une critique envers Poutine, je le croyais plus rusé que ça, mais il s'est vraiment fait avoir sur ce coup-là. Maintenant, je pense qu'il s'en est rendu compte, et qu'il n'est pas prêt de se faire avoir à nouveau. Mais c'est la même chose pour l'Iran. L'Occident continue de perpétuer le mensonge selon lequel l'Iran serait la principale force de déstabilisation au Moyen-Orient. Mais ce n'est pas l'Iran qui bombarde le Liban, bombarde la Syrie, bombarde le Yémen, c'est Israël. Israël ne reste pas simplement chez lui. Il sort et tue des gens à plusieurs reprises dans d'autres pays.
Ils prétendent que l'Iran est responsable des morts causées par les terroristes qu'il soutient. C'est absurde. Les chiffres ne confirment tout simplement pas cela. Israël, encore une fois, a bien plus de sang sur les mains. Le tueur, le déstabilisateur, le terroriste, c'est l'État d'Israël, à mon avis. Absolument. Donc si vous savez cet acronyme d'Internet, vous savez FA, vous savez FO, allez vérifier. FA, FO, find out. I guess the clean version is fool around, find out. Je suppose que la version édulcorée serait « Joue avec le feu, tu te brûleras ». Si Israël décide d'attaquer à nouveau l'Iran, je pense que nous pourrions bien assister à la fin de l'État israélien, car l'Iran est en position d'infliger à Israël une défaite dont il ne pourrait pas se relever, même avec l'aide des États-Unis. Ou alors Israël prendrait le risque d'utiliser une arme nucléaire. Mais encore une fois, si vous utilisez une arme nucléaire et tuez un grand nombre d'Iraniens, tout ce que vous allez faire, c'est vous assurer qu'à ce moment-là, les nations des BRICS se lèveront ensemble. Ils mettront un terme à cela. Il ne peut pas être permis que la situation dégénère ainsi. Mais écoutez, nous vivons une époque périlleuse et je ne vois pas la situation s'améliorer. Et Donald Trump, au lieu d'être un agent de la paix, est un agent de la guerre. Donald Trump, instead of being an agent of peace, is an agent of war. Carl. No, I can't put it any Carl, better than that. non, je ne pourrais pas mieux le dire. Si j'étais les Iraniens, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je construirais une bombe, et je le ferais aussi rapidement que possible. Je travaillerais en équipe de 24 heures, et je construirais une bombe. Et je la présenterais comme un fait accompli, de quelque manière que ce soit. La simulation informatique aujourd'hui est presque aussi efficace que les essais. Mais si vous voulez tester, les Nord-Coréens leur ont appris comment creuser profondément et tester. Et les Nord-Coréens ont prouvé qu'on pouvait creuser profondément et tester. Et même le grand Satan, les États-Unis, ne le saurait pas. Cela rend la situation encore plus dangereuse. Et comme l'a dit Larry, je ne mettrai pas du tout de côté la possibilité que Netanyahou, s'il se retrouve dans une situation vraiment désespérée, menace au moins voire utilise une arme nucléaire. Et puis, comme l'a aussi dit Larry, à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Nom d'un chien. Nous entrons dans un nouveau monde. Holy mackerel. Yeah. We're into a new world. Colonel, comment pouvez-vous imaginer qu'ils puissent, par ce genre de pression, obtenir quelque chose avec l'Iran? Quelle est la principale raison de ce retour des sanctions, de toutes ces pressions? Je dirais que rien ne va sortir de ce genre de pression. Cela ne va pas fonctionner. L'Iran est prêt à discuter. Ils n'ont jamais dit qu'ils refusaient de discuter. Ils sont prêts. À chaque fois, ils le répètent. Well, if they have made up their mind, Eh bien, s'ils ont pris leur décision. Et quand je dis « ils », j'entends bien sûr que Netanyahou est l'acteur principal, mais malgré tout, nous sommes juste derrière lui. Et les Européens, tels les États vassaux qu'ils font semblant d'être, sont avec nous et vont même jusqu'à faire des choses provocatrices pour aider et faciliter ce que nous voulons faire. Ils sont tous dans le même bateau. Ils veulent tous une guerre. Hier, j'ai entendu dire que les E3, ceux qui étaient très présents, si l'on peut dire, lors du processus du JCPOA, y compris l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, et d'autres en Europe, commençaient à hésiter à mettre rapidement en œuvre le retour des sanctions automatiques et à réfléchir à ce que cela pourrait impliquer. Je ne sais pas si c'est le cas ou non. Ce serait une chose intelligente à discuter, je pense. Mais s'ils vont agir de concert avec nous et créer l'élan pour cette guerre et donner à Netanyahou son excuse pour la lancer, parce que comme vous l'avez dit, les Iraniens vont réagir quand cela arrivera, probablement en quittant le traité de non-prolifération, ce qui sera le geste le plus visible, alors tout sera lancé. Trita Parsi a raison. Nous allons à la guerre. Larry, dans le cas de Gaza, Israël a attaqué un hôpital à Gaza, puis ils ont attaqué de nouveau pour tuer des journalistes.
Et voici ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement israélien à propos des journalistes. Noble profession, mais de nombreux journalistes qui ont couvert Gaza, des soi-disant journalistes, ne sont en réalité que des terroristes portant un gilet de presse. Qui sont ces terroristes? Avons-nous la moindre preuve, documentation, quoi que ce soit qui le prouve? Eh bien, les terroristes portent généralement des pains avec le drapeau israélien sur leur revers. Israël est le terroriste ici, pas le Hamas. Je reconnais au chef actuel des forces de défense israéliennes, ou plutôt des forces d'occupation israéliennes, le mérite d'avoir au moins le courage de s'opposer à la réinsertion de ces troupes à Gaza, en particulier dans la ville de Gaza. Car ce à quoi ils sont confrontés, c'est que le Hamas, au cours des 2 dernières années, ou disons des 23 derniers mois, devient de plus en plus habile et compétent pour organiser des embuscades et poser des engins explosifs improvisés qui peuvent être déclenchés au passage d'une colonne de soldats. Et Israël subit de plus en plus de pertes. Et en même temps, le nombre de suicides parmi les réservistes augmente. Israël ne peut pas tenir ainsi. Et ce qui est si horrible, c'est qu'il tue tellement de Palestiniens dans le processus, ou les affame jusqu'à la mort. Mais, encore une fois, ce cauchemar peut être facilement arrêté. Les pays en dehors d'Israël doivent simplement imposer un embargo total. Aucun bien exporté vers Israël, aucun bien importé d'Israël. Il faut mettre Israël à l'arrêt. Si vous les bloquez économiquement, ils ne pourront pas continuer cette folie. Mais vous savez, jusqu'à présent, même la Russie, l'Inde ou la Chine n'ont pas été prêtes à suspendre le commerce et à prendre des mesures aussi fortes. Peut-être qu'elles le feront. Je ne suis pas optimiste, cependant. J'ajouterai à cela, vous savez, il y a cette incroyable arrogance au sein de l'armée israélienne. Du moins, c'est ce que j'ai constaté avec eux. Et cette arrogance dit, je me fiche de ce qui vous est arrivé en Irak et en Afghanistan, Amérique. Ça ne nous arrivera pas parce que nous sommes meilleurs que vous, et vous le savez, et nous allons le prouver. Donc, ils ne pensent pas que le genre de choses qui nous sont arrivées en Afghanistan et en Irak, avec des insurgés qui apprennent ce qu'ils peuvent faire et qui s'améliorent sans cesse et qui vous infligent de la douleur, soit possible pour eux. Ils découvrent que ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas l'armée capable de tout affronter, comme l'a dit Larry. Ils subissent de plus en plus de pertes à mesure que la situation évolue, en particulier autour des zones où se déroule l'opération humanitaire. Je déteste utiliser ce mot car c'est tout sauf cela. C'est une opération de tuerie. Et si vous avez écouté le lieutenant-colonel Aguilar, vous savez à quel point ces endroits sont horribles. J'écoutais justement son témoignage l'autre jour. Une mitrailleuse 240 Bravo. Il l'utilisait simplement pour le maintien de l'ordre. Il tirait dans la foule, on voyait des gens tomber tout autour. Il s'agit d'un chauffeur de camion qui apparemment s'est penché par la fenêtre. Les 3 éléments sont les camions et le contrat, la sécurité et le contrat, puis les personnes chargées de la nourriture. Et il s'est penché par la fenêtre pour filmer une vidéo. Vous ne pouvez pas faire cela et continuer à ne pas perdre des membres de vos propres forces à cause du suicide, de la désertion ou de tout autre événement. Et en même temps, renforcer l'animosité et la détermination chez l'ennemi que vous essayez de vaincre. S'ils entrent dans la ville de Gaza, ils vont subir des pertes horribles et je pense qu'ils le savent. Mais je pense aussi qu'il y a eu une sorte d'éveil apparent. Du moins, c'est l'impression que cela donnait chez certains dirigeants qui se sont peut-être dit que ce qu'ils faisaient n'était pas juste. Et je pense qu'il y a des personnes au sein de la direction de Tzahal qui commencent réellement à se poser des questions de conscience et à se dire « Mon Dieu, aie pitié ».
Regardez ce que nous avons fait et regardez ce que nous allons finir par faire ici à Ramallah et à Gaza. Je ne suis pas tellement sûr d'être en faveur de cela, non seulement parce que nous allons subir des pertes horribles, mais aussi parce que la situation ne s'annonce pas bien. Et Larry a raison. Cela pourrait devenir si grave qu'on finira par exercer suffisamment de pression pour que Donald Trump, par exemple, soit obligé d'agir. Et d'agir autrement qu'en les aidant à entrer en Égypte et en y construisant un hôtel ou peu importe. Et puis, il y a la possibilité d'une guerre avec l'Iran. C'est une incitation pour Netanyahou à aller dans cette direction, car il veut sortir du bourbier qu'il a lui-même créé. Et quelle meilleure façon que d'aggraver et d'élargir la catastrophe stratégique. C'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc cela m'inquiète vraiment que nous ne lui laissions aucune porte de sortie, à part prolonger la guerre de façon désastreuse. Larry, le gouvernement britannique et le gouvernement arménien sont en train de signer un partenariat stratégique. Qu'attend le Royaume-Uni de l'Arménie? Une plateforme à partir de laquelle lancer de nouvelles tentatives pour subvertir la Russie. C'est tout. Mais vous savez, les Britanniques, c'est comme un gars de 90 ans avec des problèmes d'érection. Ils continuent de dire qu'ils veulent sortir avec des filles de 20 ans. Bonne chance avec ça. La Grande-Bretagne, c'est devenu une sacrée blague. En ce moment, le ratio dette-PIB du Royaume-Uni est d'environ 101%. Donc ils dépensent pratiquement autant qu'ils gagnent. Mais leur économie est complètement stagnante. Elle est en récession. Et pourtant, ils veulent aller s'immiscer et s'impliquer en Arménie. Ce n'est pas comme si l'Arménie était une source de carburant ou de pétrole pour le Royaume-Uni. Et comment le Royaume-Uni s'y rend-il? Le Royaume-Uni s'amuse à traîner dans le Caucase depuis quoi? Au moins 1853. Dans la vallée de la mort chevauchèrent les 600. Ouais. Into the valley of death rode the 600. Yeah. So, you know, this is. Donc, vous savez, c'est encore ce que j'appelle le fantasme de l'intelligence occidentale. La croyance que nous pouvons prendre ces petits pays insignifiants, parce que c'est vraiment ce que sont la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ensemble, la population totale de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie, je pense que Moscou à elle seule compte encore plus d'habitants que ces trois pays réunis. Donc, remettons les choses en perspective. Ce ne sont pas des pays puissants, ni économiquement, ni en termes de main-d'œuvre. Et si la Russie devait s'en prendre à eux militairement, ils seraient écrasés comme un insecte sur un pare-brise quand la voiture roule à 130 km/h. Mais malgré tout, l'Occident continue de cajoler et de tromper ses peuples pour les pousser à s'aligner sur l'Occident dans une mission suicide. C'est vraiment étonnant qu'il puisse être, vous savez, que Pachinian en Arménie puisse être aussi crédule, se laisser avoir à ce point. Mais vous savez, c'est ce qui se passe. Je ne peux pas résister à l'envie de prolonger la merveilleuse métaphore sexuelle de Larry à propos des Britanniques. Ce qu'ils font maintenant, ces vieux hommes, c'est regarder à travers une fenêtre fournie par les États-Unis, en voyeur, observant le sexe. Oui, ouais. Donc nous sommes maintenant au Richard Show X, Nima, réservé aux adultes. Attention. Notre public a quelques questions. Je vais te les poser, Larry. Je pense que la première te revient, puisque tu es plus familier avec les pertes du côté ukrainien. Voici la question. James demande, sur les 1,7 million d'Ukrainiens tués selon les estimations, combien sont en réalité des mercenaires ou des membres actifs des forces de l'OTAN? Je pense avoir vu que le nombre de Polonais est d'environ 10 000. Donc, si l'on ajoute les Colombiens, les Américains, les Britanniques, les Canadiens,
On arrive peut-être à 30 000, voire plus. Mais c'est un chiffre important. Et vous savez, il existe un canal Telegram appelé Track a Merc, Track a Mercenary, qui tient une liste assez précise du nombre de mercenaires tués. Vous savez, ils partent pour cette aventure de tourisme militaire, et s'ils ont de la chance, ils reviennent dans une boîte. Le plus souvent, ils restent sur le champ de bataille et deviendront de l'engrais pour les futures récoltes en Ukraine. Carl, voici la deuxième question. Quelle est l'issue finale pour l'Ukraine et Gaza? On dirait qu'ils sont condamnés. Je pense qu'on va en parler, mais quelle serait ta réponse à cela? Eh bien, l'issue finale pour l'Ukraine devrait être, comme l'a dit Sergei Lavrov, qu'elle reste neutre. Il ne doit y avoir aucune adhésion à l'OTAN, quelle qu'elle soit. Toute forme de garantie de sécurité serait assurée par le Conseil de sécurité de l'ONU ou autre, où la Russie, bien sûr, dispose d'un droit de veto. Je crois qu'il a aussi ajouté en passant que des troupes turques seraient les bienvenues, mais elles font aussi partie de l'OTAN. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Il faut le prendre au mot et régler la question sur cette base. L'Ukraine pourrait, je pense que cela pourrait se terminer assez rapidement, pas nécessairement dans l'immédiat, de l'autre côté de la ligne, pour ainsi dire. Autrement dit, il faut que quelqu'un s'occupe de Zelensky, des nazis qui le soutiennent et de tout le reste. Mais vous pourriez y mettre fin assez rapidement, si vous aviez vraiment le cran, et si vous étiez vraiment déterminé à y mettre fin, sans vous soucier de ce que feraient les Européens. Et je pense qu'ils reculeraient et ne feraient pas grand-chose. D'une part, à cause de la situation économique difficile, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour agir. Et d'autre part, parce que les États-Unis ne seraient pas avec eux. Et ils ne semblent pas vouloir entreprendre quoi que ce soit de vraiment sérieux sans les États-Unis. Donc je ne pense pas que ce soit un si grand défi de mettre un terme à tout cela. Le vrai défi serait peut-être de maintenir la paix après avoir mis fin à la situation, car les Ukrainiens la perturberaient de façon constante et continue. Ils la perturberaient, à moins que nous ne nous débarrassions de cet élément en Ukraine qui est tellement favorable à ce genre de situation. Et Gaza. Gaza est sans espoir, je pense. Et c'est nous qui l'avons rendu sans espoir. Nous l'avons rendu totalement sans espoir parce que nous ne voulons pas revenir sur ce que nous faisons. C'est mon avis avec Israël. Nous faisons ce que nous faisons avec Israël. Ce n'est pas Israël qui fait ce qu'il fait avec nous. Cela semble confus. Il y a deux, enfin pas deux, mais il y a deux. Oui, il y a des gens qui sont achetés et payés, il n'y a aucun doute là-dessus. Cela facilite les choses et rend tout plus fluide dans les deux sens. Mais ils font... Lindsey Graham a raison quand il dit que, s'il ne le faisait pas, nous devrions le faire. Préféreriez-vous que ce soit le cas? Il a dit cela sur le parquet du Sénat. Et c'est ce que je pense être vrai. Ils ont été cela. Depuis au moins 1948, avec de nombreux freins et contrepoids, et des personnes comme Eisenhower, même Reagan, qui a vendu des AWACS et des F-15 à l'Arabie Saoudite contre leur volonté. Reagan qui les a finalement arrêtés au Liban. H.W. Bush qui les a forcés à participer au processus de paix et qui n'a pas été réélu parce qu'ils ont apporté leur soutien à Bill Clinton. Merci beaucoup. Je pense maintenant que Ross Perot travaillait pour le lobby juif lorsqu'il s'est lancé dans la course et a pris 5% des voix à H.W. Bush. Voilà à quel point ils étaient en colère contre H.W. Bush. Depuis lors, chaque président a été complice, mais complice parce que, comme l'a dit Dick Cheney, ils font le travail de Dieu. Et par Dieu, il entendait les États-Unis d'Amérique. Oui, Larry, voici ce qui se passe au Venezuela. Je pense qu'elle voulait dire le Venezuela, non? Venezuela, c'est ce qu'elle voulait. Que se passe-t-il au Venezuela?
La Chine va-t-elle arrêter ces navires de guerre américains qui ciblent le Venezuela? No, China's not going to do anything militarily there. Non, non. La Chine ne va rien faire militairement là-bas. Vous savez, ils vont laisser les États-Unis s'enflammer, puis ils iront acheter une boîte de pop-corn et s'installer pour regarder les États-Unis essayer d'éteindre le feu en se frappant la tête avec un marteau. Donc vous voyez, je suis sûr que les Chinois sont probablement en train de se demander « Les Américains peuvent-ils être aussi stupides ?» Non, non, non. Ils ne feraient pas ça. Mais l'un de ces Chinois ou Chinoises qui pourrait être justifié dirait « Vous voyez, je vous l'avais dit qu'ils étaient idiots. » Je veux dire, c'est comme l'autre jour où vous avez vu Trump dire « Oh, 600 000 visas pour des étudiants chinois. Oui, il faut les faire partir. » Pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, la raison, c'est qu'au début de l'année, lorsqu'ils imposaient des restrictions aux étudiants étrangers, c'était ciblé sur la Chine. Et devinez quoi? Ces 600 000 étudiants chinois, lorsqu'ils fréquentent une université ou un collège américain, paient la totalité des frais de scolarité. Ils représentent une véritable manne financière pour ces établissements académiques. Il existe une excellente chaîne YouTube appelée Inside China Business, animée par un Américain, Kevin Wamsley, qui travaille là-bas depuis 15 ans, mais dont la chaîne YouTube existe depuis mai 2024. Il a déjà réalisé au moins 2 émissions sur ce sujet concernant les Chinois. Non seulement leur absence dans ces universités a un impact, mais il y a au moins 30 à 40 universités et collèges américains qui vont devoir fermer à cause de ces pertes économiques. C'est pour cela que Trump a fait marche arrière. Les lobbyistes, ceux de K Street qui travaillent pour ces universités et collèges, sont allés voir le président en disant « Oh, Monsieur le Président, vous êtes en train de nous tuer. » Oui, ils se sont tous précipités sur nous après le 11 septembre, Nima. Je veux dire, nous avons eu le président de l'Université du Texas, nous avons eu Cal State, nous avons eu toutes sortes de personnes qui sont venues nous voir parce que nous avions révoqué tous les visas étudiants. Oui, donc l'histoire du Venezuela n'est qu'une distraction. Et si Trump est assez stupide pour s'engager dans cette voie, eh bien, ça ne fera qu'accélérer la fin de sa présidence. C'est tout. Sun Tzu a dit quelque part, Nima, que si ton ennemi est stupide, laisse-le l'être. Oui. À mon avis, la Chine se contente simplement de profiter de ce qui se passe aux États-Unis. Ils essaient de comprendre ce qu'on est en train de faire, bon sang. Pourquoi Poutine n'a-t-il pas anticipé la réaction de l'Occident en retirant leurs 300 milliards de dollars de fonds de réserve avant de lancer le conflit militaire en Ukraine? C'est en fait une bonne question. Je suppose que, parce que les choses sont ce qu'elles sont, il y a tellement de renvois d'ascenseurs dans ce milieu que personne n'a pensé que ça irait jusque-là. Et donc, ils ne voulaient pas retirer l'argent d'actifs qui étaient rentables. Ce serait mon hypothèse. Je veux dire, soyons honnêtes, nous gérons Doha, Tel Aviv et New York, les plus grandes opérations de blanchiment d'argent au monde, dont environ la moitié sont illicites. Et il ne s'agit pas seulement de la BCCI, ce sont des banques dont toi et moi connaissons les noms. Merci beaucoup, Colonel et Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Et, au-delà du plaisir habituel, le fait que ce soit un événement vestimentaire d'une grande splendeur a élevé la discussion. Ça me fait en penser au tailleur de Panama. Il était tellement pointilleux avec tout ça. Il détesterait ça pourtant, probablement. Braithwaite n'aimerait pas ça. D'accord. Ravi d'être avec vous.
À bientôt. Au revoir. Bye-bye. Au revoir.